Le cinquième élément, dit par Émile Berlerme en janvier 2021. Ceci est une opinion, personnelle évidemment, comme tout bon rationaliste doit le savoir, sur la notion de cause et d'effet. Ce n'est pas moi, Émile Berlerme, qui prétend que l'univers est un continuum espace-temps. C'est un homme qui est reconnu mondialement comme un génie de la physique. Comment peut-il y avoir dans un continuum des causes et des effets ? L'univers étant nécessairement perpétuel, ce continuum n'a pas de début et n'aura pas de fin. Je reprends un point sur le temps, voire l'article « Il est temps ». Le temps de Planck n'étant pas considéré comme du temps, notre seconde valant un certain nombre de fois ce temps de Planck ne peut être du temps, car la multiplication de quelque chose qui n'est pas du temps par une valeur aussi grande soit-elle ne peut être du temps. L'heure, 3600 secondes, le jour, le mois, l'année ne sont donc pas du temps scientifique, mais peuvent le rester au sens mémorial du terme. Un continuum, c'est une chose sans début et sans fin, sans étape, sans arrêt et sans redémarrage. Il n'y a donc aucun moyen de préciser ce qui, dans cette continuité, est la cause d'un effet. On en revient à ma notion d'arresponsabilité, voire article responsable ou irresponsable. Quelques notes sur les supposés causes et effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y avait eu des causes et des effets, cela aurait pu être vrai. Mais le petit problème, c'est qu'il n'y a jamais les mêmes causes. Deux causes identiques ne peuvent exister, puisque soit elles sont dans le même temps, difficile à vérifier, donc pas dans le même espace, soit elles sont dans le même espace, impossible à vérifier, mais pas dans le même temps. Dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets est un produit de notre mémoire qui est très inefficace comme chacun sait. Comment peut-on dire que l'événement A est la cause de l'événement B, ou que B est l'effet de A, quand on ne sait pas et quand on ne peut décrire correctement ni A ni B? On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets quand des événements semblables entre eux produisent d'autres événements également semblables entre eux. Le mot « même » est employé dans le sens de semblable et non identique. La notion de semblable est le résultat approximatif de nos perceptions limitées. Le terme identique est mathématique et n'a rien à voir avec la réalité physique. Pour la notion de justice, une punition pour un même crime doit produire les mêmes effets chez ceux qui la subissent. Or, les individus ne ressentent pas les mêmes choses. Il y a donc peu de chances que la justice soit respectée. Une punition qui ne produit pas la même sensation d'être puni n'est pas une punition équitable. Mais comme nous sommes tous innocents d'exister, aucun être humain fabriqué imparfait, éduqué imparfaitement, n'est punissable. Et la non-équité d'une punition est un argument supplémentaire, s'il en fallait encore un, à la suppression des punitions entre humains, dont aucun n'a jamais demandé à exister. Ça se saurait, n'est-ce pas? On peut prévoir une éclipse de lune, mais pas la météo. Le cerveau d'un homme est pire que la météo, puisqu'on n'a aucune vision des objets dont il est constitué. On ne voit que les effets résultant de leur combinaison dans le comportement humain. Un être humain de l'univers est comme un nuage dans l'atmosphère. Le nuage n'est pas la cause de la pluie. Les hommes se prennent pour autre chose que des nuages, mais ils ne sont rien d'autre. Ils fonctionnent de la même façon. Un objet physique n'est un objet déterminé que pour l'œil qui le perçoit. Et l'homme, à qui cet œil appartient, peut lui donner un nom qui semble le délimiter. Un événement est un phénomène auquel l'être intelligent donne un nom afin de pouvoir le mémoriser pour soi ou le définir pour un autre individu. Objet et événement sont le résultat de la perception des individus, donc incomplets, car les sens sont limités. Tout objet physique peut être qualifié d'événement temporaire, car il est la rencontre de myriades de particules élémentaires qui le composent provisoirement. Tous les objets de l'univers sont soumis à l'érosion, aucun n'est définitif, même un diamant ou un trou noir. Aucun objet n'est une entité inamovible, il est un pseudo-objet, il est continu et ne résiste pas au délitement. Imaginons une boîte qui tombe,
elle arrive au sol, que se produit-il? La cause est la chute de la boîte. L'effet est le résultat de la rencontre avec le sol. Est-ce que cette description suffit pour parler de cause et d'effet? Supposons que la boîte parfaitement close soit pleine d'objets mobiles hétéroclites. Est-ce que ces objets n'ont aucune importance pour la description du phénomène qui s'est produit? Bien évidemment, ils en ont. Or, tout objet en mouvement est composé, comme cette boîte, d'une foultitude d'éléments en mouvement. Donc, que décrivons-nous quand nous décrivons n'importe quel événement qui fait nécessairement intervenir le mouvement d'objets hyper complexes? Nous décrivons la forme extérieure d'un objet, en fait la forme mentale de l'objet. L'objet est mental et l'événement décrit est mental, il n'est pas réel. La cause et l'effet sont des événements mentaux et non réels. Là encore, je vous rappelle que la seconde vaut environ 5,4 fois 10 puissance 44, fois le temps de Planck, qui, pour rappel, n'est pas du temps. La seconde est donc quelque chose d'immense. Il n'y a pas de raison à l'existence des êtres et des choses, car si vous invoquez une cause première, cette cause première ne peut pas expliquer son existence par elle-même. La notion d'autogénie est une ânerie. Je me crée parce que j'ai envie d'exister. Et si vous invoquez l'infinité des relations de cause à effet, la raison de cette existence se perd dans le brouillard de l'infini des répétitions. Quand il y a une infinité de causes à un événement, alors il n'y a pas de cause. Nous sommes, nos actions, nos comportements, nos gestes, des événements qui ont une infinité de causes, que sont toutes les particules élémentaires qui nous composent. Particules que personne ne peut décrire, car personne n'en a jamais vu, et personne ne sait ce que c'est. Le principe d'incertitude d'Heisenberg ajoute encore à l'impossibilité de décrire quoi que ce soit réellement. Rappel des 4 premiers éléments démontrant la non-culpabilité des personnes, quoi qu'ils fassent, éléments que j'ai déjà cités par ailleurs, et vous les décris succinctement. Tout d'abord, la notion d'irresponsabilité de l'univers, qui existe perpétuellement, et de ses constituants dont il induit les plus complexes par ses activités tout aussi perpétuelles, constituants dont nous sommes. Ensuite, le déterminisme de l'univers et de tous ses mécanismes, nous y compris. Troisièmement, l'impossibilité du libre arbitre, compte tenu du déterminisme et d'autres arguments formels, par exemple le fait que je sois le résultat d'un assemblage de cellules fonctionnant indépendamment de mon autorité. Quatrièmement, la notion d'innocence de nos actes, dépendant de notre innocence d'exister, due à la contrainte qui nous est faite d'exister, et telle que nous sommes. Nous sommes de l'univers et non dans l'univers est une confusion importante à ne pas faire. Quand nous disons que nous sommes dans l'univers, cela vient de la perception que nous avons des objets autour de nous. Nous les percevons comme indépendants de leur environnement. Nous ne percevons que l'essentiel des objets, et pas tout le flot de particules qui les environnent et s'en échappent. Les scientifiques décrivent les objets comme des nœuds d'ondes. C'est ce que nous sommes, nous, également. N'oubliez pas que notre seconde vaut 5,4 par 10 puissance 44 fois le temps de Planck. C'est gros une seconde et notre matière est extrêmement lente. Le 5e élément démontrant la non-culpabilité des personnes, quoi qu'ils fassent, est la notion de cause et d'effet. Il n'y a ni cause ni effet dans l'univers, car l'univers est perpétuel. Il est un continuum. La perpétuité et la continuité impliquent qu'il ne peut y avoir de cause initiale, et cela jamais. Rien ne peut commencer. Tout s'enchaîne au niveau quantique. S'il n'y a pas de cause initiale, il n'y a pas de cause secondaire. Et s'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet qui devient une cause, qui engendre un effet, qui devient une cause, etc. Si tout ne paraît pas s'enchaîner au niveau supérieur que sont les niveaux humains et cosmiques, eh bien c'est à cause de nos manques de performance dans l'observation directe et surtout le refus de compréhension, le déni. Nous sommes constitués d'éléments de l'univers. Nous ne sommes pas dans l'univers, mais de l'univers. Nous sommes des éléments de l'univers non disjoints. La continuité de l'univers est aussi la nôtre. Il suffit d'observer les photos de notre corps au cours de la vie pour voir cette continuité nous affecter. Nous sommes constitués au niveau quantique de mécanismes continus, nous sommes donc nous-mêmes continus. Nous ne sommes jamais les mêmes personnes.
problème juridique de l'identité. Nous possédons simplement un système mémoriel continu, quand il fonctionne correctement, qui nous permet de mémoriser une pseudo-identité apprise par nos parents et la culture. Pour simplifier, chaque jour je me souviens qui je suis, mais je ne remarque pas les variations journalières, car le changement fait partie de cette identité. Les boules de billard qui s'entrechoquent après le coup du joueur sur la première boule semblent avoir une cause, le geste du joueur. Mais imaginez que les boules de billard bougent perpétuellement, qu'il n'y ait donc pas de cause initiale, pas de joueur. L'univers est ainsi, en perpétuelle activité, et nous en faisons partie. Prétendre que l'univers a une cause initiale, un joueur divin éventuel, c'est reporter le problème de la cause initiale sur le joueur qui lui n'aurait pas de cause initiale et fonctionnerait perpétuellement. Cela ne fait que compliquer une tentative d'explication en compliquant le problème pour rien. Razor d'Occam. Et comme je le démontre dans plusieurs de mes articles, ce genre de joueur-créateur est impossible. Voir ces articles. Il n'y a pas de cause, donc pas d'effet, puisque personne ne peut dire quand se situe le début de la cause, et encore moins décrire l'événement cause, que ce soit au niveau quantique, au niveau humanistique et au niveau cosmique ou universel. Je cite une dernière fois les 5 éléments de ma liste contre la responsabilité et la culpabilité des personnes. 1. La responsabilité. 2. Le déterminisme. 3. La continuité interdisant cause et effet. 4. L'impossibilité du libre arbitre. Et 5. L'innocence d'exister. La notion d'innocence d'exister devient donc le 5e élément de cette liste. N'est-ce pas suffisant pour améliorer l'éducation et supprimer la punition? Donc, ouvrir les prisons? Et si vous doutez encore, n'oubliez pas que le doute profite à l'accusé. Mais comment pouvez-vous douter de votre propre innocence d'exister et de celle de vos propres enfants? Vous ne pouvez pas tuer ou simplement punir une personne innocente d'exister, simplement parce que vous vous dites que la société fonctionnera mal si l'on admet comme vrai ces 5 éléments. La science doit être la base de la justice, mais pas la démocratie. La science n'est pas dictatoriale. La démocratie l'est. C'est une dictature par essence. Toute dictature est haïssable, et vous ne pouvez vivre dans la haine. La société peut éventuellement utiliser certains de ces termes dans le langage courant, mais ni la science ni la justice n'ont le droit de baser leur argumentation sur des éléments erronés. L'être humain est innocent d'exister, et les arguments scientifiques sont là pour le démontrer. Fin. Émile Verlerme.